réfléchissent déjà pour prétendre que c'est eux qui ont créé le logo. C'est pour ça que dans ce chapitre, la première phrase que j'ai écrite pour attirer l'attention, c'est d'arrêter de fripiquer. Arrêter de fripiquer, c'est juste pour dire aux gens qu'ils arrêtent d'arrêter ce fripique, de remplacer l'icône qu'ils ont téléchargée, de remplacer juste le texte qui l'accompagne et de dire que c'est eux les concepteurs de ce logo. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la création du logotype, c'est une expertise. C'est une expertise. Et cette expertise, pour la développer, il faut au moins respecter ces process, respecter comment faire pour réaliser un logo, c'est-à-dire les étapes de création, les connaître d'abord. Ensuite, tu feras le nécessaire pour les appliquer jusqu'à les maîtriser. C'est comme toute autre spécialité. Et dans le livre, à la page 83, je parle de prenez le temps d'inspirer puis de vous inspirer. Parce que dans le processus de création de logotype, certains négligent énormément l'étape de recherche. Parce que dès que tu as un projet, certains vont faire en sorte que... Bon, la première chose qu'ils vont faire, c'est aller directement attaquer le logiciel. Alors que ce qui fait qu'un client ou bien certaines entreprises arrivent à vendre des logos, par exemple le logo de Orange, juste un carré orange et un petit carré blanc en bas, c'est pas juste le logiciel. Parce que si c'était le logiciel, tout le monde peut reproduire exactement pareil. Mais là où il y a la différence, ou qu'est-ce qui fait la différence, c'est l'idée, c'est la conception, c'est l'histoire derrière. Comment tu es arrivé à faire ça, pourquoi tu as fait ça. Et c'est ça qui fait la différence entre genre quelqu'un qui reproduit et quelqu'un qui crée. Et dans les étapes de création par rapport à la conception de logotype, pour moi, je pense qu'il y a 4 ans, je disais que c'était 4 étapes. Mais aujourd'hui, je ne me dis plus qu'il y a 4 étapes. Pour moi, c'est juste 3 étapes, pas plus. Parce qu'il y a 2 étapes qui se sont fusionnées ou qui se fusionnent à chaque fois. Et du coup, j'ai l'impression que ce n'est plus 4 étapes, c'est 3 étapes. Les étapes sont... la première étape, c'est l'étape de brief. L'étape de brief où tu poses les bonnes questions, ou c'est-à-dire tu donnes un brief au client, ou bien le client t'envoie un brief en mettant tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a comme idée, exactement ce dont il a besoin par rapport à ses attentes. Une fois qu'il a fait ça, et si jamais le client ne te donne pas le brief, peut-être parce que tu tombes sur certains clients qui savent pas c'est quoi un brief, qui ne te donnent pas de document, ben, toi, en tant que professionnel, tu prépares un document de brief pour chaque client qui a besoin d'un logo. Et après, ben, une fois que tu reçois le brief, tu poses d'autres questions pour approfondir le brief, pour essayer de mieux comprendre les besoins du client. Parce que l'objectif du brief, c'est pour mieux comprendre le client pour pouvoir le satisfaire. Si tu n'arrives pas à comprendre ton client, tu n'arrives pas à faire quelque chose qui va le satisfaire. Et du coup, ça va se répercuter sur la suite parce qu'il y aura énormément d'allers-retours et le client ne sera pas satisfait. Alors que si c'est un brief clair dès le départ, ben, vous allez faire le nécessaire pour être sûr de satisfaire votre client. Pourquoi je dis vous allez faire le nécessaire pour être sûr de satisfaire votre client? Parce que vous allez devoir respecter le brief du début jusqu'à la fin. Parce que si vous sortez du brief, le client il peut se permettre de dire que ben, vous n'avez pas respecté son brief. Lui, il t'a donné un brief pour vous faire gagner du temps. Donc, c'est pour ça que cette étape de brief-là est importante. Mais tu peux tomber aussi sur des clients qui ne savent pas c'est quoi un brief. Et vous serez obligé de savoir comment parler avec eux pour pouvoir les satisfaire. C'est pour ça que c'est important de discuter, de poser les bonnes questions pour ensuite prendre des notes. Parce que ces notes-là, c'est ces notes qui vont vous servir pour pouvoir faire les bonnes recherches et ensuite pouvoir faire le travail qu'il faut. Donc, c'est ça l'étape de brief. Après, l'autre étape, c'est l'étape de recherche. Et dans l'étape de recherche, souvent, les gens, ils pensent que il faut aller, comment ça s'appelle? Il faut aller directement voir d'autres logos qui ont été créés dans le domaine. Point. C'est juste ça, la recherche d'inspiration. Alors que non. La recherche d'inspiration commence par d'abord les éléments, c'est-à-dire les informations que tu as reçues du client. Commence par les éléments dans le domaine qui régit
dans le domaine d'activité du client. C'est-à-dire quels sont les mots-clés qui font qu'on puisse penser à ça. C'est-à-dire si le client te demande, je veux un logo sophistiqué ou technologique ou quelque chose comme ça, rien que ce mot-là peut te servir pour pouvoir faire des recherches, approfondir ça, pour ensuite aller chercher d'autres mots-clés autour de ça pour pouvoir avoir assez d'éléments qui vont te servir comme fondement pour pouvoir faire ton travail comme il faut. Donc, la première étape en termes de recherche, c'est d'abord les mots-clés ou les éléments fondamentaux par rapport à ton brief. Une fois que tu fais ça, tu rassembles tes informations. Ensuite, tu vas aller faire des recherches par rapport à l'existant. Par rapport à l'existant, c'est quoi? C'est toutes les entreprises qui existent, qui sont dans le domaine, mais qui n'ont pas qui ont déjà un logo, peut-être ça peut être le même nom, ou qui sont juste dans le domaine, qui n'ont pas le même nom, mais c'est juste pour voir qu'est-ce qu'ils ont eu à faire déjà comme logo. Si c'est d'abord les entreprises qui existent, qui sont dans le domaine, et déjà les entreprises qui ont le même nom, tu vas juste télécharger ces images-là pour les regarder, les voir, pour être sûr de ne pas faire la même chose. Ensuite, tu essaies de voir les concurrents, qu'est-ce qu'ils ont comme logo, pour ensuite essayer de voir, plus tard, ça va te servir quand tu vas faire ta recherche d'inspiration. Parce que tu n'es pas encore en train de chercher de l'inspiration. Tu es juste en train de chercher par rapport à l'existant, par rapport à ce que tu veux pour rassembler toutes ces informations. Parce que tu es en train de chercher des informations. Et après, une fois que tu cherches des informations par rapport aux concurrents, qu'est-ce qu'ils ont comme logo, qu'est-ce qu'ils ont comme élément graphique, etc., tu rassembles le tout. Et après, tu vas vraiment faire de la recherche d'inspiration en allant voir sur la base de ce que tu avais comme base, comme élément, mots-clés, etc., que le client t'a donné par rapport au brief. Tu vas devoir te baser sur ça pour aller voir quels sont les éléments graphiques qui pourraient correspondre à ces éléments-là. C'est-à-dire, c'est quoi la typographie qui correspondrait à la technologie? C'est quoi les typographies ou c'est quoi les couleurs qui correspondraient à la technologie? Je reste juste sur l'exemple de la technologie. Et après, tu rassembles les éléments que tu auras. Ça peut être ces recherches-là, tu peux les faire sur Behance, tu peux les faire sur Dribble, tu peux les faire sur Pinterest. Sur même Google. Après, une fois que tu rassembles ces éléments-là, c'est là tu es en train de constituer ce que l'on appelle un mood board. C'est-à-dire, une fois que tu rassembles le tout, tu le mets sur une page. Au-delà d'avoir la page de recherche de base, c'est-à-dire des logos qui existent déjà, etc., ta page d'inspiration ou ta page d'ambiance, cette page-là, c'est ton mood board. C'est-à-dire, tu mets les logos ou les couleurs qui t'inspirent, les éléments graphiques qui t'inspirent par rapport au logo que tu veux faire et la typographie ou les typographies que tu penses qui vont correspondre à ce que tu veux faire comme proposition. Tu les rassembles sur une page et tu te mets en face de cette page-là et tu cherches l'inspiration. Et quand je dis tu cherches l'inspiration, tu ne la cherches pas à travers les autres logos qui existent. Les autres logos qui existent, bah, ça, tu peux le faire autant que tu veux pour regarder, pour juste apprendre des techniques, mais surtout apprendre des façons de faire. Et ça va te servir à chaque fois que tu auras un logo à faire. Mais ici, le fait d'être en face de cette planche d'ambiance ou planche d'inspiration, ben, c'est pour mieux réfléchir par rapport à où est-ce que tu veux aller. Et après, ben, tu te baseras sur ça, tu feras tes croquis, tu essaieras plein de propositions en fonction de ce que tu as en tête. Et quand aussi, les croquis que tu as déjà, tout à l'heure, quand je disais qu'il y a deux phases qui vont fusionner, c'est la phase de recherche et la phase de croquis. Parce que quand tu vas faire des recherches, tu vas avoir des idées qui vont venir en vrac. Et ce que je dis souvent, et je l'ai aussi dit dans le livre, c'est il ne faut, à chaque fois que vous avez de l'inspiration, il faut toujours avoir votre bloc-notes. Parce que l'inspiration, lorsqu'il arrive, il ne te demande pas et il te demande pas pour venir parce que Bouignon du Tago et souvent tu le perds aussi vite qu'il est venu parce que c'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir votre bloc-notes à côté parce que tu peux être là en train de discuter et que tu as une idée qui est là en tête, tu as l'image en tête et tu as du mal à continuer ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu as de l'inspiration, mais tu as du mal aussi à l'extérioriser
Pourquoi? Parce que tu n'as rien entre les mains, tu n'as pas de bloc-notes, tu n'as pas de stylo, tu n'as pas de crayon, etc. Et au moment où vous êtes sûr que vous devez faire un logo pour quelqu'un, ça, c'est la première des choses, c'est avoir votre bloc-notes, avoir votre stylo, pour qu'à chaque étape, tout ce que vous allez avoir ou tout ce que vous avez comme inspiration qui vous vient, vous allez devoir faire un croquis pour être sûr de ne pas l'oublier ou que ça ne vous échappe pas. Donc, c'est ça. Après cette étape de recherche, c'est l'étape la plus simple qui suit, c'est l'étape de conception. Mais avant l'étape de conception, l'étape de croquis proprement dit, c'est l'étape où, certains, au-delà de cette partie de planche d'inspiration, ils vont encore aller dans les autres sites, genre sur les autres sites de Créa, Behance, Dribble, etc., pour voir d'autres personnes comment ils ont eu à faire, c'était quoi leur démarche, c'est quoi leur approche, pour réfléchir à la hauteur de ça, pour ensuite avoir d'autres idées ou d'autres propositions, ou bien ajouter le touche personnelle par rapport à ce qu'ils ont en face d'eux et en faire des propositions. Et tout ça, vous le faites sur la base sur votre bloc-notes, pour ensuite aller à l'étape suivante, qui est l'étape de conception, qui sera l'étape où vous allez mettre en avant, certains vont juste scanner la page de croquis. Ils vont ensuite reproduire, c'est-à-dire retracer ce qu'ils ont déjà fait en termes de croquis et améliorer parce que c'est plus simple d'utiliser, parce que certains ne sont pas très bons en dessin. Donc, c'est plus simple d'utiliser les formes géométriques du logiciel pour pouvoir reproduire exactement pareil ou reproduire ce que vous voulez par rapport au logiciel, par rapport au logo. Donc, en gros, c'est ça les étapes de création d'un logotype. Et ça, c'est juste pour moi un process standard, sachant que ce process standard, au début, tu le fais, tu l'appliques. Une fois que tu maîtrises, à un moment donné, il y a certains qui ont des process beaucoup plus courts, d'autres qui ont des process beaucoup plus longs, mais surtout que des fois, il faut comprendre que en fonction du logo que tu as en face de toi, en fonction du projet que tu as en face de toi, certains process ne marchent pas. C'est-à-dire, tu peux appliquer ce process standard et tu as du mal à avoir ce que tu veux en termes de proposition. D'autres, ils seront en face d'un projet où ils peuvent raccourcir le process et avoir la conception qu'ils veulent et que le client valide directement. C'est-à-dire qu'ils peuvent même pas passer 10 minutes sur le logo qu'ils ont à faire. Ils n'ont même pas à faire tout le process qu'on vient de citer. Mais il peut arriver qu'ils tombent sur un logo où ils seront obligés de passer par ce process-là, ou un process plus long pour arriver à avoir la proposition correcte ou la proposition que le client validerait. Donc, en gros, c'est ça par rapport au process. Et pourquoi je dis souvent pourquoi je dis, et je l'ai dit dans le livre, que c'est facile d'être compliqué, mais compliqué d'être simple, parce que par rapport aux caractéristiques d'un bon logo dans le domaine, c'est que on te dit souvent que les caractéristiques d'un logo, c'est originalité, intemporalité, mais aussi il faut être simple. Mais après, tu te rends compte que tu tombes sur des logos qui ne sont pas vraiment simples. C'est comme, je prends l'exemple de Sony Ericsson. Ce logo n'est pas vraiment simple parce qu'il y a de la 3D et pour reproduire, je ne parle pas même pas pour créer, mais pour reproduire ça, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc après, tu te dis, il va falloir revoir cette partie de simplicité. Mais il faut comprendre cette partie de simplicité-là pour arriver à savoir que c'est pas si compliqué que ça a l'air. Il faut juste respecter le process et ne pas essayer de brûler les étapes, parce que si vous essayez de brûler les étapes, ça fera que vous allez vous frustrer, et parce que vous pouvez faire 10 propositions et ne pas avoir quelque chose de convaincant, avoir juste des propositions comme ça qui sont inachevées, et que même en face du client, le client saura que ces propositions sont inachevées et que lui, il aura du mal à extérioriser ce qu'il a en tête. Il aura du mal à t'expliquer ce qu'il a en tête. Toi aussi, tu as du mal à arriver à tes fins parce que tu as du mal à traduire ce que tu as en tête. Parce que pourquoi? Tu as voulu brûler les étapes, ce qui fait que ce sera problématique. Donc, en gros, c'est ça. Le process le plus standard que j'ai décrit dans le livre, qui est plus long que
que ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire les 3 étapes. C'est la partie briefing, recherche et analyse, génération d'idées, conception et développement, révision et itération. Révision et itération, c'est par rapport aux allers-retours. Et après, une fois que le client valide, et quand je dis une fois le client, avant de parler de la validation du client, c'est dès que tu termines tes propositions, parce que tu peux avoir 10 propositions, dès que tu termines tes 10 propositions, la première chose que tu dois faire, c'est à toi-même de filtrer. C'est-à-dire, tu ne montres pas les 10 propositions au client. Tu montres, disons, 3 propositions. C'est-à-dire, tu filtres 2 fois peut-être pour avoir tes 3 meilleures propositions. Une fois que tu as tes 3 meilleures propositions, c'est ces 3 propositions-là que tu vas montrer au client. Tu ne vas pas lui montrer les 10. Pourquoi? Parce qu'il va avoir énormément de problèmes pour choisir. Et comment présenter ces 3 propositions? Il y a certains qui vont présenter les 3 sur la même page, d'autres qui vont présenter chaque proposition sur une page. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut amener le client à choisir, mais pas le brouiller dès le départ. C'est pour ça que moi, je ne fais jamais la présentation sur une page, c'est-à-dire les 3 propositions sur une page. Je fais je vous donne ma méthodologie. Je fais un document où la première page, c'est la page de brief, genre à part la page de garde. La première page, c'est la page de brief, rappel de brief, pour rappeler au client ce qu'il m'avait dit au moment de me commander le travail de logotype. Une fois qu'il a lu cette page, je l'amène sur ma première proposition. La première proposition, genre qui sera juste une page. Après, il y a la deuxième proposition, la troisième proposition, et à la dernière page, il y aura une page de récap où il y a les 3 propositions. Et là, le client, c'est comme si, OK, il a vu, il s'est concentré sur la première proposition, il a fait de même sur la deuxième, il a fait de même sur la troisième. Et là, en arrivant à la dernière page, peut-être il a déjà fait son choix. Et le fait il va peut-être vouloir avoir les 3 en face de lui pour pouvoir choisir. Et je l'aide à faire son choix. C'est pour ça que j'amène cette page de récap où il y a les 3 propositions. Donc, en gros, c'est ça par rapport à la présentation des propositions. Et une fois que le client valide une proposition, il y a ce qu'on appelle la présentation du logo. C'est-à-dire le logo qui a été choisi, il faut faire une présentation de ce logo-là. Et cette présentation, c'est très simple. C'est une présentation. Déjà, ça dépend de chacun comment il présente ses logos. Hein. Moi, je ne présente jamais mes logos. Je ne présente plus mes logos en couleur. Genre, dès que le client valide, c'est après que je passe à l'étape de colorimétrie. Donc, je prépare tous mes logos en noir. Et le client, dès qu'il choisit, après, je ferai la déclinaison et tout ce qui s'ensuit par rapport à la colorimétrie. Et il aura juste son logo avec les couleurs qu'il veut. Avec un dossier officiel de toutes les déclinaisons et de tous les formats existants. Donc, la présentation du logo choisi, c'est une présentation qui montre au client comment on utilise son logo de la manière la plus simple possible. C'est-à-dire le logo en couleur, le logo en blanc, le logo en noir, sur fond blanc, sur fond noir, etc. Et peut-être sur une image, le logo en noir et blanc, ce qu'on appelle version monochrome. Et c'est tout. Quand je dis c'est tout, c'est pas besoin de forcément avoir des mock-ups. Mais si vous pouvez en avoir, vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Parce que souvent, je vois que certains, ou ces derniers temps, les gens, ils ont tendance à faire plein de mock-ups juste avec un logo. Et ça fait que, à un moment donné, ça dévalorise même le fait d'avoir des mock-ups. Le mock-up, c'est plus une mise en situation pour montrer la personne, pour lui faire comprendre, c'est-à-dire pour lui faire imaginer comment serait son logo si jamais on le mettait sur tel support, tel support. Donc, c'est ça. Pour ne pas tirer en longueur, je pense que c'est tout. Mais par contre, pourquoi tout ça? Il faut comprendre une chose. Pourquoi tout ça? Parce que on n'apprend pas à créer des logos pour être des amateurs. Donc, on apprend à créer des logos parce que c'est une spécialité. C'est une spécialité qui fait que, il y a un process à respecter, il y a des méthodes à appliquer. Il faut maîtriser tout ça pour ne pas être des amateurs. Parce que pourquoi, quand je dis pour ne pas être des amateurs, parce que les amateurs, c'est eux qui vont bâcler le travail parce qu'ils se disent que, juste un logo, parce qu'ils vont minimiser
le logo en tant que tel, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'importance du logo. Ils ne savent pas c'est quoi son importance, mais surtout, ils n'arrivent pas à convaincre leurs clients pour leur faire comprendre qu'est-ce que ça leur apporte ou c'est quoi le niveau d'importance qu'il y a par rapport à un logotype, mais surtout, comment vendre un logo. Ça aussi, c'est problématique. Mais en gros, ça, je pense qu'on essaiera de développer là-dessus durant la partie questions-réponses. Et on essaiera d'amener le maximum d'éléments que nous pouvons. Et le reste, je laisserai la parole aux autres. Genre, ça peut être ça peut être mes collaborateurs, mes anciens étudiants qui sont devenus mes collaborateurs, ou autres qui sont déjà dans le domaine, qui ont leur propre expérience à partager. Mais en gros, l'idée, c'était de juste montrer l'importance d'un logotype, mais surtout de savoir c'est quoi le process, mais de savoir que le plus important, c'est pas de copier-coller, c'est-à-dire de fripiquer. Le plus important, c'est de comprendre que c'est une spécialité, et cette spécialité, il faut l'apprendre, l'appliquer, la maîtriser, mais surtout faire le nécessaire pour vivre de ça, parce que c'est une spécialité à part. Et une fois que vous faites le nécessaire pour vivre de ça, vous allez voir que le logo, pour moi, c'est le noyau de l'identité visuelle. Et l'identité visuelle, pour moi, c'est le plus important de tout ce que vous aurez appris en termes de graphisme, parce que il y a des comment ça s'appelle, il y a des peu importe tout ce qu'on a appris en termes de branding, que ce soit branding environnemental, que ce soit branding événementiel, que ce soit juste identité visuelle, charte graphique, etc., vous allez vous rendre compte que le noyau, c'est le logo. Donc, ce n'est pas juste un élément graphique qui est là pour symboliser une structure, mais c'est un élément fondamental. Et ce qui fait que c'est une spécialité à part, et que toutes les personnes qui veulent se spécialiser là-dessus, ils vont devoir faire des recherches comme il faut et ne pas juste le minimiser. Parce que pour moi, chaque spécialité est comme ça. Parce que quand tu es en dehors du métier, tu te rends compte, tu te dis que non, c'est facile, c'est très simple, c'est juste ben affiche, ben logo, etc. Ni ko minimiser, genre loolu ngay gis comme résultat, genre voilà, foofu nga ciy yam. Mais ceux qui vont faire des recherches en profondeur, ils en apprendront plus, ils verront que il y a plus de portes à ouvrir, et surtout que c'est un univers à part. Donc en gros, c'est ça. Si vous avez des questions, je reste à l'écoute. Merci de votre attention. Ok. Céline qui revient. Céline, tu as bien fait de poser les questions à l'avance. Je vais tenter d'y répondre. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai 3 questions. Quand un client donne un brief flou ou contradictoire, comment tu fais pour comprendre ce qu'il veut vraiment sans juste suivre ses mots? Ok. Quand un client donne un brief flou, ce que tu appelles un brief flou, c'est à toi de faire le nécessaire pour réajuster, pour faire la mise au point de ce brief-là. Et cette mise au point, c'est la raison pour laquelle ce qu'on fait d'habitude, c'est un entretien avec le client pour poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que le brief il est flou? En fait, c'est toi qui identifies les bonnes questions en regardant le brief et en
te posant les bonnes questions pour dire qu'est-ce qui fait que ce brief-là est flou. Genre, tu poses les bonnes questions. Et quand je dis tu poses les bonnes questions, tu prends le temps. Peut-être, je me dis que ce brief flou que tu me dis, c'est un document qu'on t'a envoyé. Donc, tu prends note. Genre, ce brief-là, il est flou. Donc, tu poses des questions. Tu poses des bonnes questions qui font que ce brief est flou, mais les bonnes questions qui vont te faire la mise au point par rapport à ce brief-là pour que ça soit clair. Et une fois que c'est fait, tu demandes un entretien avec le client pour lui demander, pour lui dire que il faut qu'on se parle parce que ton brief, il est flou. J'ai des questions et je veux qu'on éclaircisse pour mieux te servir. Parce qu'il faut toujours faire comprendre au client que tu fais ça pour mieux le servir. Donc, si le client comprend, il sera open et vous allez pouvoir faire cette discussion-là à deux et tu poseras les bonnes questions. Ces bonnes questions-là, quand tu vas les poser, tu vas devoir prendre des notes aussi pour être sûr que tu as ce que tu veux et après tu vas pouvoir le satisfaire comme il faut pour ne pas que ce soit encore flou. Parce que après, si toi aussi tu n'arrives pas à satisfaire le client par rapport à ce qu'il a demandé, le client peut te revenir et te dire, ce que tu m'as proposé, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Et ce sera problématique. Donc, il faut faire le nécessaire pour poser les bonnes questions pour faire cette mise au point-là. Donc, quand tu crées un logo pour une institution publique, oui. Comment tu gères les contraintes, modernité, série, validation par plusieurs personnes sans perdre ta vision créative? Attention, ceux qui ont fait les premiers cours de la formation du label des créatifs, il y a une partie où on faisait des designs administratifs, c'est-à-dire des designs des institutions publiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec eux, plus c'est simple, mieux c'est. Mais aussi, quand tu fais un logo pour une institution publique, il n'y a pas de problème de modernité, sérieux, validation par plusieurs personnes. Ça, ce n'est pas problématique. Respecte d'abord le process, mais surtout, respecte le brief. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin d'imposer ta vision créative. En fait, c'est parce que peut-être tu as été sélectionné par ta vision créative. C'est la raison pour laquelle ils sont venus vers toi pour te demander ou pour avoir le contrat avec toi. Donc, tu n'as pas besoin d'être là à essayer de prouver. Non, tu as besoin juste d'être conséquent, de comprendre d'abord le brief qu'ils te donnent. Une fois que tu as compris le brief et tu fais des propositions concrètes, mais tu fais des propositions sachant que c'est une institution publique. Et quand je dis c'est une institution publique, pour moi, peut-être même ça n'a pas autant d'impact que les gens pensent. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que tu reviens directement sur les caractéristiques d'un bon logo. Et après, tu n'as même pas besoin de te baser sur le fait que ce soit une institution publique ou que ce soit une institution privée ou que ce soit un client lambda. Non. Le plus important, tu te concentres sur toi-même, tu te concentres sur tes capacités, ton process et ta vision créative que tu dis. Je ne sais pas si tu me comprends, mais l'idée, c'est qu'ici, c'est très simple. Tu respectes le brief. Ce brief-là que tu respectes, tu le respectes à la lettre, tu fais les recherches qu'il faut. C'est-à-dire tu ne négliges aucune étape. Tu refais les recherches qu'il faut, tu fais des propositions et chaque proposition, tu fais une description de cette proposition-là pour qu'on comprenne ce que tu as proposé. Parce que souvent, les gens, ça aussi c'est problématique, tu vas faire des propositions, mais les gens ne vont pas comprendre ce que tu as proposé. Mais derrière, s'ils arrivent à avoir une petite description de ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait, ils vont adhérer directement. C'est fini. Parce qu'après, c'est eux-mêmes qui vont devenir tes ambassadeurs. Ils vont à chaque fois être là. Ils seront à chaque fois là à défendre le logo en disant que, en fait, ils seront fiers du logo que tu as eu à faire. Parce que ce ne sera plus ton logo, ce sera leur logo. Ils vont se l'approprier. Et c'est ça le plus important. Donc, tu dois au moins faire de bonnes propositions et faire une description de chaque proposition pour que les gens comprennent mieux ce que tu as fait. Donc, tu partages ta vision créative. Tu le partages, tu ne le gardes pas pour toi. Ok, super. À ton avis, c'est quoi la plus grosse erreur qu'un designer peut faire à la fin d'un logo? Même si le client dit qu'il aime. Comment éviter ça? J'ai pas compris ta question. Tu peux activer ton micro et me clarifier ça?
Céline, ta troisième question, j'ai pas compris. Tu peux. Ah, ok. Ok. Ok, je vais répondre juste en fonction de moi, comment j'ai compris la question. Donc, à ton avis, c'est quoi la plus grosse erreur qu'un designer peut faire à la fin d'un logo, même si le client dit qu'il aime? Euh, L'erreur ou les erreurs que je vois d'habitude, c'est ben, ce que font les amateurs. Et quand je dis ce que font les amateurs, c'est quoi? C'est qu'un logo où il y a une image, un logo qui n'est pas déclinable, un logo, euh, ben, en fait, c'est les erreurs d'amateurs. Genre, ça dit, si tu as un logo où il y a une image et que tu ne peux pas décliner sur plusieurs supports ou tu ne peux pas décliner sur plusieurs couleurs, c'est problématique. Donc, pour moi, c'est les erreurs qu'il faut éviter. Et si le client aime, ben, tu as tous les problèmes du monde parce que c'est ça que le client va vouloir et va prendre. Tu ne peux rien. Mais aussi, il y a d'autres erreurs je vois certains faire, c'est mettre le numéro de téléphone sur le logo. Après, il y a certains qui vont te dire que non, c'est le client qui m'a forcé à mettre ça, ou c'est le client qui m'a dit de mettre ça parce que genre, mon ni le bugué, etc. Ça, c'est genre, il faut savoir discuter avec ses clients. Il faut savoir négocier, mais surtout, il faut éduquer ses clients. Parce que ces clients, souvent, ce ne sont pas des experts. Ils ne s'y connaissent pas. Donc, c'est à nous de leur faire comprendre cela. Un logo ne doit pas avoir de numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est fait pour une carte de visite. Soit tu lui dis, OK, je te fais ton logo, après je t'offre la carte de visite. Pour qu'ils comprennent que le logo et la carte de visite, c'est deux choses différentes. Et c'est à nous d'éduquer nos clients. Donc, tu me diras plus tard. Ah, OK, je pense que tu as. OK, je vais y revenir là. En fait, je voulais demander dans la charte graphique, qu'est-ce qui doit y figurer? Bah, dans la charte graphique, je pense que j'en avais parlé. Ah non, c'était pas de cette session. OK. Dans la charte graphique, qu'est-ce qui doit y figurer? Ben, d'abord le logo. Il y a d'abord, pas seulement, il y a d'abord le logo, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi une charte graphique? C'est le guide d'application de l'identité visuelle. Le logo, c'est un élément de l'identité visuelle. Et vu que c'est un élément de l'identité visuelle, et la charte graphique, c'est le guide de comment on utilise l'identité visuelle. Donc, c'est quoi l'identité visuelle? Quels sont les éléments de l'identité visuelle? C'est-à-dire, c'est le logo, les couleurs, la typographie, les illustrations, les icônes, et comment on applique tout ça? Pour moi, c'est ça la charte. Et c'est ça qui doit figurer sur la charte. Ce guide d'utilisation de tout ça, c'est ça la charte graphique. Donc voilà ces 5 éléments qui doivent figurer sur la charte. C'est-à-dire, c'est quoi les interdits, la zone de protection du logo, les déclinaisons sur les couleurs, quels sont les types de logo, quelles sont les couleurs qu'on doit utiliser, c'est quoi les interdits. Oui, j'ai parlé des interdits. C'est quoi les typographies, la typographie de titrage, typographie éditoriale, c'est-à-dire tous les documents administratifs officiels de l'entreprise. C'est quoi la police qu'ils doivent utiliser. En termes de couleurs, c'est quoi les couleurs Pantone, c'est quoi les couleurs complémentaires, s'il y a des couleurs complémentaires, comment on utilise, c'est quoi les pourcentages. En termes d'application, l'entête de lettres, comment ça doit être, les cartes de visite de l'entreprise, comment ça doit être, les visuels des réseaux sociaux de l'entreprise, comment ça doit être, etc. Donc, c'est plein d'éléments qui doivent figurer sur la charte graphique. Comment faire pour les clients qui savent pas c'est quoi un brief? Ben, c'est très simple, vous discutez avec eux. Parce que ne vous dites pas que forcément le brief, c'est un document. Le brief, c'est juste les informations que le client vous donne. Les informations qu'il vous donne pour que vous lui fassiez son logo. C'est ça un brief. Ces informations-là sont traduites sur un document. C'est le document-là qui rassemble ces informations que vous appelez brief. Donc, il te brief par rapport à ce qu'il veut. Genre, l'information, c'est ces informations-là qui constituent le brief. Donc, tu peux tomber sur un client boo xam te ne xamul luy brief mooy maanaam baana la wala kii la bool la mooy logo laa bëgg genre dégg naa foog ma am ko pour dugg ci réseaux sociaux yi et cetera ben kooku boo ko bëggee defaloo brief ne ko defal document bi nangam remplir ce document là da nga koy sonal te boo def nang tu risques de perdre un client alors que si tu es là à discuter avec lui ba xam li mu bëgg ni mu ko bëggee
c'est là, en fait, c'est là où se trouve tout le travail. C'est de savoir discuter ou savoir parler aux clients. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de façons. Il y a plein de types de clients et tu vas devoir faire ce qu'il faut à chaque fois. Faire ce qu'il faut à chaque fois, c'est-à-dire savoir comment parler à la personne qui est en face de toi. Savoir comment parler à la personne qui est en face de toi, c'est quoi? C'est une personne qui est pragmatique, qui n'a pas de temps à perdre, qui te demande de lui faire un logo. Il n'a pas de temps de faire un brief. Il te dit ce qu'il veut directement et c'est à toi de le rassurer et de lui faire comprendre que, OK, c'est toi l'homme qu'il faut. Mon cas, vu que c'est pragmatique, je donne un exemple. Vu qu'il est pragmatique, il n'a pas le temps, tu poses rapidement les bonnes questions, tu prends note rapidement et tu confirmes directement ñaata la. Parce que c'est pragmatique, amul temps. Donc, si tu ñëwaatee naan xaama defar après ñu xool kooku amul temps nekk ñu xool. Mais bu fekkee keneen la ko xam te ne par exemple dafa ñëw ak budget, il a son budget, il te dit OK, j'ai 120 000, je veux un logo. Je dis OK, quel type de logo? C'est quoi le logo que tu veux? Et tu poses les questions qu'il faut. Tu lui dis OK, est-ce que tu as un brief? Qui nga xamante ne dafa organiser ba am budget boppam, lui tu peux te permettre de lui demander OK, est-ce que tu as un cahier de charge, c'est-à-dire tu as un cahier de charge par rapport à ton logo. Parce que bu ñuy wax brief souvent aussi, brief ak cahier de charge ñoo ànd. Donc quand je transforme en document, c'est ça le cahier de charge. Et lui, peut-être mën na ko am. Mais am na ñoo xam ne en fait, le plus important à comprendre, c'est que juste, il te faut minimum 3 informations ou 4 pour faire un logo. Et ces 3 informations, tu peux poser des questions à la personne, mu wax la nga bind mu jeex. Mais le fait d'avoir un cahier de charge élaboré, ça te permet d'être encore plus précis par rapport à la personne lan la bëgg, lan la soxla réellement. C'est aussi simple que ça. Parfois, un client qui fait un logo parce qu'il est joli, mais en vrai, le logo est faible. Ah, OK. Logo faible, il va mal vieillir ou il représente mal la marque. Toi, tu penses que c'est quoi l'erreur qu'un designer peut faire à ce moment-là? Et quand on est ça, c'est le client du... OK. OK. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que... Bon, je ne sais pas ce que tu appelles un logo faible, mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que le client a validé et que la personne lui a donné le logo, ce sera très mal vu que le designer revient pour lui dire, OK, non, Boulké, non, logo bi baaxul dafa nangam. Il faut comprendre aussi une chose. Il y a ce qu'on appelle un refond. C'est une étape de création de logotype. C'est-à-dire, c'est comme le logo de Kia. Kia, le logo, ils ont subi un refond. Coca-Cola, Pepsi, etc., etc. La plupart, ou bien presque toutes les marques que vous avez vues, ils ont ce qu'on appelle, ils ont subi un refond. Donc, lol mënul ñàkk. Donc, si tu vois que le logo est mal fait, etc., dans 2 ans, tu peux lui proposer de lui faire un refond. Aussi simple que ça, pour rattraper ton erreur. Et le client, il a validé, il va faire des supports avec ça. 1 an après, rien ne lui empêche de faire un refond et de changer son logo là avec une autre proposition ou une meilleure proposition. Mais il n'est pas obligé de remplacer son logo. Donc, c'est des erreurs, mais le graphiste, il va devoir apprendre de ces erreurs-là. Mais parce que aussi, il faut comprendre aussi que l'homme évolue. Vu que l'homme évolue, toi, dans 5 ans, les logos que tu as eu à faire aujourd'hui, quand tu les verras, tu dis, waouh, c'est moi qui ai fait ça? Non. Ouais, c'est toi, mais c'était toi à ton niveau. Donc, pas besoin de te compliquer la vie. Le client, il faut faire un refund. Et puis, et le refund, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un élément ou c'est un outil, je dois dire, c'est un outil marketing très puissant. Parce qu'en termes de marketing, certaines structures qui vont faire des refunds, dès qu'ils font le refund de leur logo, après, ça fait que les ventes vont grimper parce que c'est comme si c'était une nouvelle entreprise, c'est un nouveau visage, un nouvel envol, etc., etc. Et du coup, ça fera que les gens ils seront encore plus curieux, ils vont venir voir la nouvelle marque, ils vont venir voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveau produit, etc. Et ça fait que ça peut booster les ventes.
Donc, il faut juste avoir les arguments qu'il faut pour pouvoir faire ce genre de proposition. Ben oui. Est-ce que tout bon logo doit être déclinable? Oui. Ça, c'est le minimum. Un logo doit être déclinable. Après reste à voir comment le décliner, mais peu importe le logo que vous avez en face de vous, ben, vous devez pouvoir le décliner sur des supports différents. Parce que le logo, en fait, le logo doit être un passe-partout. Passe-partout, c'est-à-dire on doit pouvoir l'utiliser partout. Quand je dis partout, c'est genre sur n'importe quel support que la structure doit utiliser. Ça peut être des casquettes, ça peut être des mock-ups, ou pas de mock-ups, ça peut être des mugs, ça peut être comment ça s'appelle, des, des tasses ou autres. Ou même, genre, ça peut être, en fait, ou même sur plusieurs supports, genre support print ou support digital. C'est pas pour rien qu'on dit qu'un logo doit être fait sur Photoshop, sur Illustrator, autant pour moi. Chaque logiciel a sa particularité. J'ai vu, je pense, Moutsal en parlait hier, et c'est exactement ça. Photoshop, traitement d'image. InDesign, mise en page. Illustrator, vectoriel, traitement de vectoriel. Et Premiere Pro, tout ce qui est montage. After Effects, tout ce qui est effets spéciaux, etc. Donc, chaque logiciel a sa particularité. Donc, si tu fais un logo et que ce n'est pas déclinable, pour moi, c'est problématique. Mohamed Diallo, j'aimerais savoir par rapport à la lisibilité des logos, c'est à cause de la dimension du plan de travail. Parce que moi, personnellement, je choisis en centimètres. Et à ceux qui le font en millimètres, c'est là un impact. Il n'y a pas, Diallo, il n'y a pas d'impact par rapport à la lisibilité. Non, il n'y a pas d'impact. Parce que choisir en centimètres ou choisir en millimètres, ben, c'est en fonction de ce que tu. Il n'y a pas d'impact. Parce que le format A4 reste un format A4. Que tu choisis largeur hauteur en millimètres ou largeur hauteur en centimètres, l'essentiel, c'est que ça soit un format A4. Donc, je ne pense pas qu'il y a un souci. Mais derrière, ce qu'il faut comprendre aussi, il y a ce qu'on appelle la taille minimale d'un logo. La taille minimale, c'est la taille, c'est la taille, c'est la taille, bien maintenir le, tout ce qu'il y a comme texte, genre, tout ce qu'il y a comme petit texte qui se trouve sur le logo doit être, en fait, doit être encore lisible ou genre, qu'on puisse le lire. Mais si ça dépasse cette taille-là, bah, ce n'est plus nécessaire d'avoir ce genre de texte. Et ce qui fait qu'il y a certaines chartes où, par rapport à certains logos, tu vas voir qu'on précise la taille minimale. On dit que cette taille minimale-là, par rapport à tout ce qui est web, c'est 120, par exemple, 120 pixels. Et tout ce qui est print, c'est 100, disons, 10 mm. Si le logo dépasse 10 mm, tu ne peux plus avoir de texte en bas. Donc, ce sera juste le logo ou le picto peut-être avec les lettres ou l'élément le plus visible du logo. Donc, c'est pour ça qu'on précise de taille minimale. Mais je ne pense pas que si tu entre choisir en millimètres ou choisir en centimètres, il y a un problème de lisibilité. Ok, merci pour la chat. Comment faire si le client n'a rien choisi des 3 propositions que tu lui as données? Ah, c'est très simple. Si le client n'a rien choisi entre les 3 propositions que tu lui as données, il doit te donner un justificatif. Il doit te dire pourquoi. Et c'est là où c'est intéressant de faire une mise au point pour dire exactement lan nga bëgg. Genre que tu demandes, tu poses les bonnes questions. Parce que peut-être tu vas passer complètement à... Et là, ce sera l'occasion les bonnes questions pour être sûr que ça. Parce que c'est vrai, il peut arriver que le client ne choisisse pas entre les propositions que tu lui as données. Pour avoir le brief, il y a plusieurs manières de voir un brief. Il y a plusieurs manières de. Et pour le genre de clients qui ne savent pas ce que c'est,
je propose de faire un call. Exactement. Un call où on peut bien discuter de sa vision, et lui expliquer en même temps. Exactement, c'est exactement ce qu'il faut. Et même, moi, il m'est arrivé d'enregistrer mes calls avec le client. Pas le call au téléphone, moi, je préfère les meets où je suis en face du client pour qu'on discute. Et là, je vais enregistrer le meet pour être sûr que, même si il y a quelque chose qui m'est échappé, parce que je vais prendre des notes, mais même s'il y a quelque chose qui m'échappe, je vais pouvoir re-regarder la vidéo pour être sûr de partie bi lan la wax, mais surtout nan la ko waxee. Et c'est important pour que tu puisses bien satisfaire les besoins du client. Bah ouais, carrément. Carrément. Mamour Sall, oui, vas-y. Xam nga xool tey ñan ñoo ñu gane si. Maanaam ngom. Ok, il y aura Wad qui va parler. Il n'y a pas Colicienne qui va parler. Mais ça, il y a Moudou Sall, Massey Sey. Non, on va rien. Donc, ouais, le mood board. Mood board. Bah, j'en ai parlé tout à l'heure. Si tu veux en parler, vas-y. Ou sinon, je vais laisser d'autres qui l'utilisent en parler autrement. Vas-y, Wad. Docteur, tu es là? Mais ça, tu utilises les mood boards? Oui, Hein? vous m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement. Oui, vous disiez? Tu fais des mood boards quand tu Oh, fais des mood boards? oui, j'en fais. Hein. Ça dépend, parfois, ça dépend de l'ampleur du projet, hein, mais il m'arrive de faire des mood boards. Parfois, bon, c'est pas des mood boards wow, quoi. C'est pas des mood boards wow, mais déjà des planches que je définis, bon, juste pour montrer l'ambiance et la directive du projet. Déjà. Enfin, il m'arrive à faire de 2 à 3 mots déjà pour orienter le client sur déjà la vision du projet, pour ne pas qu'il se perde, bien que parfois, ça t'éviterait en amont d'avoir déjà après un problème de j'aime pas cette police, j'aime pas cette direction, vu que parfois tu tombes sur des clients, excusez-moi du terme, des clients assez chiants. Bien, parfois, si tu travailles beaucoup plus avec des clients qui sont dans le secteur formel, donc avec les degrés de validation, donc il est impératif de déjà respecter un processus déjà. Donc, c'est pour commencer dans le domaine du corporate, dans le domaine des entreprises. Donc, il faudrait en amont leur faire un mode board pour qu'ils valident entre eux, quoi, avec le chargé de com ou bien le responsable de communication et tout, pour pouvoir déjà en aval continuer déjà le travail. Parce que comme vous le savez déjà, c'est un peu différent quand on travaille déjà en agence et quand on travaille en freelance déjà. Parce que peut-être en freelance, tu peux avoir cette liberté, mais en agence, il y a tellement de process, il y a tellement de procédures à respecter. Attends, excusez-moi. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Parce que j'avais deux appareils. Donc du coup, il m'arrive à faire des mots, que ce soit en projet de branding, que ce soit
en projet de design, que ce soit en projet de logo, sur les logos. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions sur la partie chat. S'il n'y en a pas d'autres. Céline, mon battre recours aux questions. Mais ouais, en gros. En gros. Elle pose trop de questions. Hein? Hein? Elle pose trop de questions. Mais Céline, j'espère que ça elle pose trop de questions. Quoi. Ouais, mais des questions pertinentes. C'est-à-dire que tu as l'impression que dafa toog ci marché yi. xaritu docteur design quoi. Baax na docteur Céline mu jox ma ci kii jox ma ci contrat yi. Donc ouais, en gros, c'est ça. Hein. Parce que j'en ai parlé rapidement. Oui, what? Oui, bon, je disais à Colin, le meilleur, mais ça, c'est là, quoi. Ouais, je disais, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au process, qu'il y a un coaching avec ce process. Ce que je vous dis, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un process standard que j'utilise encore de temps à autre, parce que je n'ai plus, il y aura tout mon ben process, j'ai plusieurs process, et ben, en fonction de la complexité du projet, ben, j'utilise un process. Et il m'arrive d'utiliser un process, qui ben projet, ben, je me casse la tête, petit projet, c'est-à-dire à un moment donné, j'arrive à rien, c'est-à-dire à rien. Ce que je fais, je me déconnecte du projet et je fais comme si c'est la première fois que je reçois le brief et je recommence tout le process. Et j'essaie de respecter étape par étape. Et là, tu as les choses deviennent plus claires, deviennent plus c'est-à-dire c'est comme tu arrives à mieux voir le projet en tant que tel. Donc, il faut vous armer de plusieurs process, mais d'abord, il faut en maîtriser une. Parce que chaque process, en fait, les process sont là, mais il faut les maîtriser toutes. Mais il faut au moins connaître le process standard ou maîtriser le process standard. Ensuite, ben, vous peaufinez votre process et vous essayez ben, de voir les process des autres et tenter ou tester, tester par rapport à comment ils font, que ce soit faire des croquis sur tablette, parce qu'il y en a certains qui vont faire des croquis pas sur bloc-notes, mais ils vont faire des croquis sur la tablette directement. Mais il y en a certains qui vont acheter des bloc-notes spéciaux pour faire le dessin directement dessus. C'est-à-dire le logo est finalisé avant même de toucher l'ordinateur. Mais il y en a certains qui vont juste faire des croquis simples pour juste matérialiser ce qu'ils sont en train d'imaginer et bah, avoir quelque chose et pour pouvoir ensuite aller le peaufiner directement sur la machine. Donc, peu importe le process que vous allez utiliser, ayez un process standard ou maîtrisez le processus standard. Ensuite, bah, essayez de peaufiner tout ça. Et le mood board, c'est pas tout le monde qui sait comment établir un mood board. Ça, je pense qu'il faudra faire une séance rien que sur le mood board parce que les gens, ils savent pas c'est quoi un mood board. Parce que d'un coup, ils vont expliquer tout le temps, mais ils savent pas comment définir un mood board. Et ça, c'est genre, peut-être c'est très simple de dire, oh ouais, mettre les couleurs, les typographies, les trucs. Mais je pense que ce serait mieux d'avoir un exemple concret et de faire un mood board concret par rapport à l'exemple pour que les gens puissent mieux comprendre c'est quoi un mood board. Mais en gros, c'est ça. C'est pas tout le monde qui utilise les mood boards. Parce que genre, juste que certains ne savent pas comment définir un mood board. C'est juste ça. So, c'est ça. Céline, encore. Céline, devine. Je te laisse deviner. Non, devine, dis-moi, devine, entre les deux. Pourquoi tu dis ça?
Moi, sérieusement, hein, ça dépend du projet. Parce qu'en fait, il y a certains projets. Moi, ce qui me pousse le plus à aller sur un mood board, c'est la complexité du projet. Si c'est des projets très complexes, qui ne sont pas très accessibles, euh, euh, bon, je peux y aller freestyle. Genre, je peux y aller quoi, carrément. Parce que j'ai mon truc. Mais le truc, c'est que si c'est des projets très complexes, je suis obligé d'y aller, mais avec des pincettes, genre step by step. Sinon, ça ne va pas le faire. Sinon, je vais perdre beaucoup de temps parce que je vais y aller jusqu'au bout. Après, je me rends compte que ben, je n'ai rien fait de bon. Après, je vais devoir revenir au début pour pouvoir refaire les choses comme il faut. Ouais, exactement. Oumou, y a ta caméra qui est activée. Donc, comment ça s'appelle Messal, ben, si tu veux, je te laisse la parole le temps que les autres interviennent. Parce que on se disait la dernière fois que la prochaine séance, parce que la dernière fois, tu n'étais pas là. Mais ouais, ce serait pas mal que tu puisses ajouter quelque chose avant qu'on se sépare pour cette session. On dirait qu'il n'est pas là. Oui, parfait. Pour que je parle de la colorimétrie, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je dise sur la colorimétrie. Ta question est un peu vague. Mais par rapport à la colorimétrie, la seule chose que je pourrais dire pour la conception de logotype, c'est qu'au lieu de choisir des couleurs au hasard, il faut choisir des pantones. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons, il faut choisir des pantones. Je ne vais pas pouvoir développer ça tout de suite, mais bon, les professionnels, ils savent pourquoi choisir les pantones. Mais un exemple très simple, c'est que dès que tu changes, dès que tu as créé le logo, tu donnes le fichier AI, etc. Peu importe la personne qui a le fichier, dès qu'il ouvre le fichier du logo, il a exactement les mêmes nuances, c'est-à-dire les pantones directement sur sa partie nuance. Donc, il ne veut pas se tromper de couleur, que ce soit au mode RVB ou mode CMGN. Non, pas encore. Ce n'est pas encore disponible en version numérique. Pourquoi? Parce que d'abord, c'était question de choix. Parce qu'il me reste un stock physique. J'attends d'écouler ce stock physique-là avant de rendre disponible d'abord sur Amazon et ouais, de rendre disponible carrément la version numérique. Oui, carrément. Céline. C'est l'escape. Parce que pour moi, c'est la méthodologie la plus simple parce que c'est comme si moi, je maîtrise ce que je dis et je ne laisse pas le client m'imposer des fois. Parce que des fois, il y a certains clients, ils t'imposent ce qu'ils veulent et ils vont même te dire comment faire sans savoir réellement comment faire. Donc, c'est problématique. Mais des fois, tu as le contrôle, tu attires son attention là où tu veux aller par rapport à ce que tu as compris. Et c'est des chaînes de validation. Hein. Il va valider step by step jusqu'à ce que tu dises ah, ok, non, je te fais confiance, vas-y.
Bonsoir. Oui, madame. Ah ouais, Youssef, vas-y. Hello, aussi, j'espère que vous m'entendez. Oui, vas-y. Ah, cool. Merci pour la présentation. Bon, moi, je ne vais pas intervenir. J'ai une question. Une question. Une question. En fait, dans le livre, dans le domaine, intéressant, quoi. Les graphistes, bon, tous ceux qui sont dans le domaine créatif, c'est de ne pas suivre aveuglément les tendances. Parce que chaque année, dans le domaine graphique, il y a pas mal de changements et c'est normal. Da ngay gis ne les entreprises ou bien les multinationales, ils essaient de plus en plus de simplifier leur image en allant sur des couleurs plus simples, plus raffinées. Et à chaque fois, lorsqu'ils te le présentent, tu sais que ah, ça, c'est cohérent, quoi, ils ont raison. Mais da ngay gis ne ici au Sénégal, bon, parfois on demande est-ce que c'est le contexte qui l'impose ou bien nous sommes trop tendancieux. Parce qu'il y a parfois des personnes qui te le présentent, tu sais que voilà, c'est cohérent, il y a une logique. Mais il y a parfois des entreprises qui le font, tu te dis qu'ils ont raté complètement leur cible ou bien ils ont complètement raté leur communication parce que ça n'avait pas leur lieu d'être, quoi. Il fallait seulement qu'on ait avec ça, essayer d'avancer et faire en sorte que les Sénégalais puissent bien comprendre. Mais dans les gens ne les connaissent pas en tant que tel ou bien ont du mal à situer le domaine et comment ils communiquent. Les gens ont du mal à savoir s'ils sont des leaders dans leur domaine. Et tu vois en un temps record qu'ils font une réforme ou bien qu'ils disent que comme il y a une tendance qui s'impose à l'international, on va faire pareil. J'ai bien aimé le fait que si une partie du livre ne peut pas copier-coller, tu en as parlé. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire en plus ou bien c'est voilà, c'est une bonne connotation. Merci. Pour moi, déjà, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que ce qui est important de savoir, c'est suivre les tendances. C'est très risqué dans la conception, surtout dans la conception libre. Mais c'est très risqué déjà. Parce qu'un logo qui doit être quelque chose, genre, c'est quelque chose qui doit être intemporel, ben, tendance éphémère. Donc, le fait de suivre les tendances, c'est pas, pour moi, ça colle pas du tout par rapport à la conception logotype. Mais après, derrière, il y a une partie assez intéressante par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, au moment où on en parle, les logos ou ce que tu appelles les firmes ou les multinationales, ils sont en train de créer une tendance. Après, il reste à voir c'est quoi la tendance ou c'est quoi suivre les tendances. Ils sont en train de créer une tendance parce qu'ils sont tous en train de simplifier leur logo. Simplifier le logo, c'est quoi? C'est que quand tu vas voir le logo de PayPal qui est devenu juste de la typographie PayPal, ok, tu te dis, ok, demain, est-ce que quelqu'un ou un client va te payer 500 000 pour faire un logo ou tu vas juste choisir une typographie, après dire non. Mais PayPal, là, qu'est-ce qu'il a eu à faire jusqu'à arriver à ce qu'aujourd'hui, il n'a plus à seulement imposer, mais il n'a plus à comment ça s'appelle, à prouver quoi que ce soit. Et au-delà de ça, il y a aussi l'aspect éco-branding qui fait que certaines entreprises ou certaines multinationales, ils font leur logo, mais ils font le logo de façon simplifiée, exactement le branding, de façon très simplifiée. Mais attendez, ça c'est une version de leur logo existant. Donc ils n'ont pas commencé par ça. Donc si tu veux copier cela, tu ne peux pas te permettre de faire exactement pareil. Tu ne peux pas te permettre de faire exactement pareil. Commence d'abord par faire quelque chose d'original et d'intemporel. Après, si tu veux faire de l'éco-branding, bah, tu le feras avec ton logo existant. Si tu veux faire un logo typographique, bah, tu le feras avec ton logo. C'est-à-dire, essaye d'abord d'avoir une identité visuelle, une identité reconnaissable, intemporelle, et après, tu feras ce qu'il faut pour la suite. Pour te faire connaître. Et après, sur la partie où tu me parles d'éviter de tout ce qui est tendance, etc., j'ai parlé aussi c'est les pièges à éviter. J'ai parlé aussi de logo design, c'est-à-dire le fait de surcharger ton design avec des détails, c'est-à-dire ton logo, c'est-à-dire de le surcharger avec beaucoup de détails. Et souvent, sur ta partie recherche, etc.,
la méthode la plus simple pour avoir quelque chose d'original, c'est d'avoir quelque chose de compliqué en face de toi et d'essayer de la simplifier de la manière la plus, c'est-à-dire de la simplifier au maximum. Et tu peux avoir quelque chose d'épuré, mais même avoir quelque chose d'original. J'ai parlé aussi d'utilisation excessive des effets spéciaux, c'est-à-dire la 3D, etc. Et l'imitation des logos célèbres. Je pense que c'était les 5 points que j'ai abordés sur la partie des pièges à éviter. Bon, ça va, j'ai répondu à ta question? C'est bon pour moi. Jaajëf. Cool. Oui, Aziz, je pense que j'avais une question que je devais poser l'autre fois et que je n'avais pas eu l'occasion Non, yow da ngay kii da ngay argumenter da ngay Mais développer. c'est une question qui m'intrigue, hein. J'en avais eu l'occasion voici avec quelqu'un, mais il m'a dit que next time, dinañ ci wax quoi. Parce que c'était beaucoup plus jusqu'où peut évoluer sans perdre l'essence d'une marque, quoi. Parce que souvent, on parle de rebranding ou le refond. Mais où est la entre réfléchir une identité ou trahir l'ADN d'origine, quoi. J'ai pas compris. Jusqu'où on peut? Jusqu'où un logo peut évoluer sans perdre l'essence d'une marque. Ndax souvent on parle de rebranding wala ay refrain te mooy la limite entre soit réfléchir une identité wala trahir la origine, quoi. Ok. Parce que bon, c'est beaucoup axé tamit si les marques africaines si par exemple les marques africaines notamment doivent casser les codes ou construire une continuité visuelle, quoi. Casser les codes, qu'est-ce que tu parles de casser? Vas-y. Casser les codes qui ont été déjà établis, quoi. Rester dans le pays, peut-être avoir nos propres codes, quoi, pour construire peut-être une continuité visuelle, quoi. Déjà, ce qu'il faut comprendre, pour moi, tu dis jusqu'où un logo peut évoluer sans perdre l'essence d'une marque. Oui. En fait, ça me fait penser au fait que, genre, les gens, ou bien l'essence de cette marque en tant que telle, c'est-à-dire à un moment donné, les gens le trahissent même avant d'arriver à changer avant de changer la marque en tant que telle. Parce que c'est comme je prends l'exemple d'un entrepreneur. L'entrepreneur, dès le départ, lorsqu'il va se lancer, il va avoir des objectifs, une vision, et des valeurs, etc. Mais il va arriver à un moment où tu vas te rendre compte que, genre, peut-être 5 ans après, tu vas te rendre compte que c'est pas la même vision, c'est pas le même code. Ou peut-être il est arrivé à 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est pas la même vision du tout, c'est pas les mêmes objectifs. C'est comme si il doit faire une mise à jour. Mais est-ce que cette mise à jour est-ce que forcément ça doit se caler avec l'essence de la marque de base ou ça doit forcément changer par rapport à une nouvelle essence? Est-ce qu'il y a une mise à niveau par rapport à l'essence de la marque? Exactement. Est-ce que tu me suis? Exactement. Donc le problème, parce que le problème déjà. Parce que ça m'a un peu fait penser sur, par exemple, si on prend l'exemple si CFAO ou Total, quoi, bien que ce sont deux marques qui sont présentes en Afrique, mais bon, l'évolution de leur logo, d'un coup modernisé avec des formes simples, tout ça là, mais toute cette vision, ça a changé, mais cette identité, ça a resté la même, quoi. Exact.
Mais ils sont pas obligés de changer l'identité de la marque. Parce que l'identité de la marque, c'est l'identité de la marque. Mais la vision peut changer, l'essence de la marque peut changer et l'identité reste intacte. Mais tu peux changer d'identité alors que l'essence de la marque reste intacte. Et là, moi, la question que j'ai, c'est est-ce que les deux vont de pair ou pas? Parce que l'objectif de changer d'identité, ben, je l'ai brossé tout à l'heure en disant que ben, des fois, c'est des objectifs marketing. C'est comme l'exemple de Kia que je donne souvent. Kia, quand il a changé d'identité, ben, c'est juste parce qu'ils ont une nouvelle vision. Ils ont de nouveaux véhicules. Ils ont une nouvelle identité. Et cette nouvelle envol doit être accompagnée par une nouvelle identité, un nouveau branding moderne. Et ce nouveau branding moderne, c'est le nouveau logo qui a surgi. Et une fois qu'il a surgi, ben, c'est ce nouveau logo qui a été appliqué sur toute la flotte ou les flottes de véhicules qui sont sortis juste après. Donc après, tu te dis, est-ce que l'essence de la marque a changé? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait plus de chiffre d'affaires. Vas-y. Oui. C'est là même où je voulais intervenir, parce que tout à l'heure, même tu en as parlé. Parfois, il y a des entreprises, comme Ningohe, lorsqu'ils doivent lancer une nouvelle série de voitures et qu'ils savent la concurrence pour avoir dans le marché automobile, de marché concurrentiel. Donc, parfois, tu te dis que, bon, ils leur affirment même, c'est l'ignoire. Ça n'est bien de quoi. Ils font en sorte de changer tout ce qui concerne leur identité, le logo, mais en même temps aussi, ça leur permet aussi de capter de nouveaux clients, parce que ça leur permet aussi, gars, nous, nous ne sont pas oubliés, qu'on est toujours là en course. Donc, ils communiquent sur leur nouveau logo, on est en même temps montrer que ces nouvelles voitures-là, elles disposent de différentes technologies ou bien ils disposent de pas mal d'outils, ça peut intéresser les personnes, tout en leur montrant que actuellement nous avons une nouvelle identité, une nouvelle vision qui part de là. Et faire en sorte, surtout avec les marques automobiles, ils misent trop sur l'électrique. One guy, comme que nous sommes dans tout ce qui est écologie, on fait en sorte que tout ce qui concerne notre marque va dans ce sens. Donc parfois, ils font en telle sorte de communiquer avec ces valeurs, même si parfois, une certaine réussite en ayant de forts chiffres d'affaires, mais aussi parfois, un flop. Surtout vous faites que d'un côté, un moment, dans un concurrent de marque aussi, vous avez une nouvelle série de voitures. Exactement. Je pense que Snapchat, ils ont subi ça. Ils ont fait un refond de leur logo, mais ça a fait un flop. Ils ont perdu 1 milliard de chiffre d'affaires, je pense. Après, rapidement, ils sont, je pense, 1 milliard ou 1 million, je ne sais pas. Mais après, ils ont changé rapidement. Mais après, l'autre chose aussi, et bataille, je n'ai pas de réponse par rapport à ma question, mais je vous donne un autre exemple. C'est différent de l'autre qu'on avait tout à l'heure. L'exemple de la Sonatel. Sonatel, c'est pas Sonatel, Senelec. Senelec, au départ, ils parlaient d'électricité. Mais quand ils ont fait le refond de leur logo, ils ont payé 150 millions pour faire juste le refond, le logo, charte graphique et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui l'accompagne. Quand on leur a posé la question de savoir pourquoi cette nouvelle identité, ils ont dit ils vont vers l'énergie. C'est-à-dire ils ne parlent plus d'électricité, mais d'énergie. C'est la raison, c'est ça qui justifie l'ensemble, c'est ça qui justifie le dégradé et le logo bien ce logo qu'ils ont proposé. Et du coup, là, tu te dis, OK, ils ont une nouvelle vision. C'est-à-dire l'essence de la marque a changé et ça s'accompagne de cette nouvelle identité. En Pape Gole. Repositionner. Bien sûr. Repositionner. Bien sûr que. Hein? Bien sûr. Tu en penses quoi? C'est quoi la réponse à ta question? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je t'ai donné des pistes. Tu me diras c'est quoi la réponse. C'est assez large. Bien que récemment, le gars avec qui j'ai eu à discuter, débat, jusqu'à ce qu'il me dise non. Next time, dinañ si waxaat quoi. J'étais pas trop convaincu en vrai. Mais j'espère que tu as
J'espère que tu as plus d'éléments Pardon? par rapport à la discussion que nous venons d'avoir. Ouais, bien sûr, parce que je sais que je sois maintenant appuyé parce que je ne sais pas si je dois le dire, parce que c'est une partie axée sur un manuel d'écrire. Donc, c'était une discussion beaucoup plus axée sur ça que tout ce qui est brain mental et tout ça là. Donc, on a beaucoup parlé, mais je n'étais pas trop convaincu de ce qu'on m'avait dit. Et on se prend note et il y a beaucoup aux explications que c'est beaucoup plus pertinent et c'est beaucoup plus déjà logique, ça. C'est beaucoup plus logique et que j'avais eu déjà en amont avec lui. Bien que quand on parle de casser les codes, peut-être c'est que c'est fait que la marque change le public ou change de positionnement ou change de marché. Donc, quand tu as ancien logo, peut-être agréable quoi, ou confuse ou bien quelque chose d'athée aussi. Donc, peut-être que quand il y a un changement de vision ou un leadership, donc fusion ou le réachat ou peut-être repositionnement stratégique. Donc, c'est impérativement de peut-être de revoir code, bien que cela ne peut pas être casser les codes dans le sens dans le sens de repositionnement. Quoi. Ok. Je Bien donne... beaucoup de marques africaines, oui, effectivement. Donc, beaucoup de marques africaines, bon, souvent, ils ont des logos bricolés, peut-être sans direction artistique, bien que aussi culturel, authenticité et tout, mais bon, ça manque vraiment un vrai défi d'Afrique. Parce que bon, j'ai l'impression que on copie trop l'Occident, quoi, bien qu'on a tout ici. On a tout, on a une histoire, on a un héritage que je trouve qu'on n'a pas vraiment assez développé, quoi. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Mais si on a tout et que l'entreprise ne tombe pas sur la bonne personne, ben, il ne va pas avoir ce qu'il veut. Et que les personnes qui sont là sur la chaîne de validation, ben, ils vont valider ce qu'ils ont en face d'eux. Ils n'ont pas ces compétences artistiques pour pouvoir aller chercher ce que toi, tu dis qu'il faudrait avoir. Donc, pour moi, le principal problème, c'est ça. Et après, une fois qu'une identité est validée, ce sera très compliqué déjà d'accéder à ça pour demander à ce qu'on fasse un refund et que ça se fasse le plus rapidement possible et que au moins que tu viennes leur proposer quelque chose de conséquent. Ils seront obligés déjà de laisser ce qu'ils avaient l'habitude de voir pour quelque chose que tu viennes leur proposer et ils ne savent pas qui tu es, etc. C'est problématique. Pour moi, le problème d'abord, c'est le problème de compétence. Et il faut résoudre d'abord ça, et ensuite faire le nécessaire ou conscientiser au maximum, faire cette conscientisation collective pour que qu'on puisse faire ce que souvent les gens appellent enracinement et ouverture. Effectivement. Sur ce point, je suis d'accord, quoi. Bien qu'en soit, malgré cet aspect de compétence et tout, donc, un rebrand, ça peut coûter beaucoup de millions aussi. Ouais, naturellement. C'est pour ça que je dis souvent, une identité visuelle, genre une charte graphique, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas parce que tu fais le logo que tu dois faire la charte. Parce que si le client ne sait pas l'importance de la charte, il n'en a pas besoin. Si tu lui forces ça aussi, tu veux juste perdre ton temps parce que il veut pas l'appliquer comme il faut. Mais après, derrière, il faut comprendre qu'une charte coûte cher. Une charte coûte cher, pourquoi? Parce que le contenu de la charte doit être appliqué à la lettre dans les moindres détails. Ils doivent l'appliquer sur les supports. Quand je dis les supports, et quand on parle de support, peut-être support digital, c'est pas méchant, mais tout ce qui est support print, ça coûte cher. Ça coûte cher. Exactement. Un rebranding doit être accompagné d'un bon strat. C'est ça. Jack
il nous a pas rappelé à l'ordre. On a dépassé l'heure de 30 minutes. Salut les gars. Ah, dis-moi, j'ai pas vu. Gars, vous m'entendez? Oui, vas-y. Je voulais juste ajouter un petit truc que tu viens de donner, mais comme ça, qu'une charte doit être exécutée à la lettre, en moins de 7. Ça, en fait, la plupart du temps, y compris moi, à mes débuts, je pensais qu'une charte, bon, il y a des trucs qu'on a mis dans la charte, bon, on peut se dire, ok, ça, on va zapper, ça, on va pas faire, ou la personne ne va pas le voir, en fait. Alors que quand tu as un grand designer qui voit les traits au millimètre près, tu vas faire griller. Et je me suis fait griller plein de fois sur la sur la marque avec qui je bosse. Donc, il faut respecter les choses à la lettre. Quand c'est bold, c'est pas semi-bold, c'est bold. Mais si c'est moche, c'est bold. Il faut respecter tout, les pulses, les positionnements, les marges. Tout doit être au millimètre près, les 1/10. Là, moi je déteste les mathématiques. Mais là, je te jure, en ce moment, je calcule avec des racines carrées pour juste avoir la taille minimale du logo sur la dimension de 1080-1440. Et je fais ça chaque jour. Et j'en fais beaucoup de visuels. Donc, je fais tous les visuels et après, je me mets à calculer avec des racines carrées, les diagonales sur 10. Non, c'est chaud. C'est chaud. Et c'est une très bonne expérience. Juste pour dire que une charte, quand on décline une charte, en fait, c'est pour respecter ça, quoi. Et ouais, de temps en temps, ça évolue aussi, quoi. J'en ai fait le cas. Cher coûte cher. Mais ça s'applique. En fait, c'est pas le fait que ça coûte cher, c'est ça qui fait que il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer, il faut la faire respecter. Il faut savoir que quand tu fais une charte, quand tu termines de faire la charte, tu dois faire ce qu'on appelle une présentation de la charte, faire comprendre ça peut être les dirigeants, les personnes en antenne, comment appliquer la charte. Et puis, après, c'est à eux de faire respecter la charte, parce qu'ils ont payé des millions pour avoir cette charte. C'est pas juste un document comme ça qu'ils vont faire pour juste, juste dire qu'ils ont une charte. Non. Ils ont fait ça pour avoir cet impact visuel. Et l'impact visuel qu'ils veulent avoir, ils veulent que ça soit consciente et inconsciente. Consciente et inconsciente, c'est la partie inconsciente, c'est cette partie-là qui fait que, mec, faut que tu respectes ça parce que les gens, vous nous guissez tout le changer, dañuy commencer c'est-à-dire inconsciemment, ils se disent qu'il y a quelque chose qui manque. Peut-être au millimètre près, ils ne verront pas, mais le fait de le respecter au millimètre près, ils vont tout le temps voir la même chose, ils vont facilement reconnaître ton identité. Et ça fait que tu vas avoir une identité solide à longueur de temps. Ouais, c'est ça. C'est un truc. Mais quand tu as un brand manager qui prend l'illustrateur, qui prend les règles, qui millimètre tout, c'est tout. Il faut tout respecter. Et après, je me suis souvenu de quand on faisait la formation là, que tu nous reprochais de ne pas lire les chartes. Parce qu'en fait, à première vue de la charte, je me suis dit, la charte, c'est complexe. Tu vois, j'ai juste survolé, j'ai pas lu, j'ai survolé. Et il y avait 4 chartes. Et je devais bosser sur ces 4 et j'ai juste survolé quoi, j'ai pas lu. Après, j'ai fait d'énormes erreurs. Donc, j'ai pris une semaine. J'ai bossé sur rien du tout. Je lisais la charte qui était en anglais. Des fois, il y a des mots que tu ne comprends pas. Moi, je suis à l'aise avec l'anglais, mais il y a des mots que je ne comprends pas. Donc, tu vas aller sur DeepL. Tu copies, tu colles, tu traduis. Et ça ne te donne pas le bon truc. Tu vas aller sur un autre. Tu demandes, tu poses, tu demandes à ChatGPT jusqu'à ce que tu comprends.
Sinon, tu fais perdre beaucoup d'argent au marché, en fait. Et ça, c'est pas tolérable dans les agences. Tu es obligé de maîtriser la charte. On te dit, toi, tu sais, moi, la charte avec c'est la marque que je bosse. Tu me demandes un truc, je sais dans quel cas je vais. Je te dis, c'est ça, c'est ça. Parce que, en fait, c'est comme si que j'apprenais mes leçons comme au CM2, quoi. C'est abusé. C'est nécessaire. Je pense que c'est cette année, quand j'étais parti à l'UGB, que j'en parlais. Je me disais que, genre, par rapport à mes syllabus, au niveau de la licence 2, à la fin de la licence, genre DAO 4, il faut que j'ajoute la partie application de charte, c'est-à-dire en termes de contenu de cours. Parce que l'application d'une charte, ça s'apprend. L'application d'une charte, ça s'apprend. La lecture d'une charte, ça s'apprend. C'est pas juste de la lecture juste comme ça, parce que tu dois lire, comprendre et pouvoir l'appliquer en face de n'importe quelle situation. Parce qu'une charte, ça se comprend, ça s'assimile. Ça s'assimile. Donc, nous, en tant que graphistes, c'est différent des personnes qui sont genre des chargés de communication qui vont juste lire pour lire, mais toi, tu vas lire, comprendre, parce que tu vas devoir l'appliquer à la lettre. Oui, ouais. Oui, tu dis une charte, on doit le comprendre et faire respecter. La chose aussi, des fois, tu as des chartes, c'est tellement complexe, mais tu es face, c'est là que vient le rôle d'un directeur artistique. Tu es face à des situations où l'application là, avec ce qu'on te demande, tu ne peux pas l'appliquer. Et d'où la nécessité de faire évoluer la charte, en fait. Comme on dit, une charte n'est jamais complète. Elle est jamais complète, ça évolue. Si vous regardez bien, dans 5 ans en arrière, comment Orange communiquait avec ses usagers, et maintenant, comment Orange communique avec ses usagers, c'est pas pareil. Ce qui veut dire que la charte, la stratégie, le positionnement, tout reste intact, mais la charte évolue en termes de visuel, en termes de call to action, en termes des informations des premiers degrés, deuxième degré. Donc, tu es face à des situations où ce qu'on te demande sur la charte, c'est quasi impossible à l'appliquer. Donc, tu dois puiser chaque partie de la charte, des typos, du layout, du truc. Toi, tu essaies tu cuisines en fait. Tu prends par-ci, tu prends par-là, tu essaies de concocter un truc. Et si ça marche, tu proposes ça à la brand, et c'est la brand qui décide de l'insérer sur la charte et de l'appliquer partout, ou bien de l'ignorer et essayer de trouver une autre solution pour essayer de l'appliquer. Mais une charte n'est jamais complète. Ça évolue. Ouais. En fait, oui, ça évolue. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est exactement ce que tu dis. En fait, c'est pas que le problème, c'est pas que c'est quasi impossible de l'appliquer. Non, c'est pas. En fait, c'est pas que c'est impossible de l'appliquer, mais c'est juste que tu es face à une situation où sur ce projet-là, ben, ça passerait pas de faire ça ou de l'appliquer comme ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce que tu dis, le directeur artistique, qui est lui gardien de la vision créative. Lui, il peut se permettre certaines choses, tout en respectant, c'est-à-dire pas seulement respecter la charte, mais c'est-à-dire en ayant compris l'esprit de la charte. Et ce qui fait que, en travaillant comme il faut et en faisant de nouvelles propositions, naturellement, vous arrivez à ajouter d'autres directions sur la charte pour ajouter d'autres pistes et l'améliorer comme il faut. Donc, c'est pas pour rien que le directeur artistique, il a son rôle. Il n'est pas là seulement pour dire « Ah non, c'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est pas bon ». Non. Quand tu commences à devenir un directeur artistique, c'est là où tout commence. C'est sûr que quand tu es une équipe merde, c'est toi qui tranquille. Hein? Et le plus important, quand tu es une équipe merde, c'est toi qui tranquille. Non, je dis, le directeur artistique, tu disais que c'est là où, quand tu deviens directeur artistique, c'est là que le commence travail. J'ajoute que quand tu as une équipe, quand tu travailles pas seul, quand tu as des juniors, des graphistes, quand tu es une merde un groupe,
c'est toi qui prends tout en fait. moom nag Bah kuy ouais, jàpp nit ku en baax ak gor ak yaaram bah, rek mi ngi en fait, c'est ça notre responsabilité. Ou tu parles pas de ça? Ouais, exactement, je parle de ça, je parle de ça, hein. Je parle Ouais. de ça. Ça que, par exemple, toi, tu es mon DA supérieur, tu demandes un truc à faire, je le fais, je fais pas valider par toi, j'envoie et après, on remonte à quelque chose, mais alors, même si c'est moi qui a fait l'erreur, c'est toi qui prends, et après, c'est moi Attends. qui... Ouais, vas-y. Exact, c'est-à-dire c'est moi qui prends, peut-être, c'est moi qui prends, genre, devant le client, mais derrière, yow, xam nga ni, jàkkaarloo ak yow, genre, le travail, c'est toi qui le fais, c'est-à-dire, c'est toi qui as fait cette. Mais bien sûr, je prends. Exactement. C'est-à-dire que si on devait insulter quelqu'un, en fait, c'est toi. Il cherche même pas à comprendre. Après, c'est à toi de venir vers moi pour dire, OK, bro, t'as pas fait ce que tu devais faire. Des fois aussi, tu vois des gars qui sont, disons, qui sont très compétents, mais des fois, ils ont tête en l'air, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne font pas valider les choses. Tu leur dis, OK, je termine mon truc, est-ce que tu peux venir voir, valider? Ils regardent juste comme ça, après tu dis, OK, envoie à la commerciale. Et quand tu envoies, après, bah, il y a beaucoup de fraudes, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de trucs que tu devais éviter. Et ouais, après, ça aussi, c'est toi qui prends parce que celui qui l'a fait, d'accord, c'est un graphiste, c'est un DA, mais c'est un junior. Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est un univers. Mais quand même, c'est intéressant. Mais def le nag. Aujourd'hui, on a dépassé le temps. Genre, ñu ngi ci 45 minutes de plus, je pense. 17 heures. Ouais. Bon. Donc, bon, on va laisser au public, genre, les gens qui veulent intervenir rapidement, qui puissent intervenir. Je pense on devait juste parler de logo, mais ouais, c'est toujours intéressant. Ça reste toujours intéressant. L'essence. Je n'imagine même pas le chapitre où on parle des clients, combien de temps ça va durer. Combien de temps? Parce que les gars, ils ont tout le temps des problèmes avec des clients. C'est tout le temps client. Mais il faut savoir que peu importe le domaine, peu importe la spécialité, le plus important, c'est tes compétences. C'est-à-dire que tu maîtrises d'abord ce que tu fais. Mais il faut comprendre une chose. Quand on te dit maîtriser ce que tu fais, ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien que tu as à apprendre par rapport à ça. Non. Il faut savoir que dès que tu maîtrises, tu atteins un autre niveau que tu dois encore apprendre, que tu dois encore maîtriser. Parce que quand tu maîtrises la perfection, tu vas te rendre compte que ça se limite pas qu'à ça, parce que dans la conception de logotype, il y a tout ce qui est logo événementiel, qui est différent de logo d'entreprise. Il y a tout ce qui est logo de structure ou de monument, etc. En fait, c'est tout un univers. Donc, vous devez tout le temps faire des recherches, approfondir vos recherches pour pouvoir toujours maîtriser, assimiler, parfaire, refaire, etc. etc. Aujourd'hui, si on devait aller dans du concret pour chaque séance, je pense que ceux qui sont dans le club, Logotis Club avec moi, ils savent de quoi je parle. On a eu à faire 100 logos en 3 mois et on a eu à faire énormément de logos. C'est-à-dire différents par rapport au type de client. Mais c'est là où tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais le plus important, c'est que dès que tu maîtrises les bases, après, tu peux te permettre d'approfondir par toi-même ou d'approfondir par rapport à ces séances-là pour améliorer ta culture graphique et faire le nécessaire pour assimiler et parfaire comme il faut. Après, le reste, ça viendra comme il faut, que ce soit la négociation avec les clients, comment discuter avec les clients, comment négocier, comment gérer, comment discuter, comment livrer
etc. Tout ça, c'est des étapes, mais c'est des choses qui s'améliorent. Nous, tout à l'heure, j'ai parlé de livraison au client, mais nous, derrière, entre nous, on sait que on a arrêté de livrer juste un logo, on a arrêté de livrer juste un document pour montrer que c'est ça le logo. On livre au-delà du logo, on livre un guide de format. C'est ce qu'on appelle nous guide de format. C'est-à-dire, on dit exactement au client, le format SVG que je te donne là, c'est pour telle utilisation. Le format EPS, c'est pour telle utilisation. Le format PNGN, c'est pour telle utilisation. Et le format JPEG, le format PNG, le format AI, etc. On guide le client sur comment il doit utiliser son logo. Donc, c'est tout un package pour que le client soit à l'aise avec le logo qu'il avait commandé à hauteur de 500 000 ou à hauteur de 300 000 ou à hauteur de 1 million. Ça dépend de combien tu factures. Le plus important, c'est que le client sente que tu es la bonne personne. C'est-à-dire, tu es la personne de confiance, tu es la personne genre professionnelle qui a commandé son logo et que tu as bien fait les choses bien jusqu'à la fin. Et que il sera en confiance pour pouvoir te conseiller d'autres missions de graphisme ou whatever. Donc, en gros, je pense que c'était tout. Ça fait un plaisir, comme d'habitude, dans chaque dimanche. Je ne sais pas si après nos séances de chapitre-là, on aura à faire d'autres séances, mais en tout cas, ça reste intéressant, ça reste plaisant de toujours partager ces dimanches-là avec vous. Merci de votre aimable attention et à dimanche prochain pour un autre chapitre. L'autre chapitre, c'est quoi? Ah ouais, j'ai pas parlé de process, mais ouais, j'en ai parlé, oui. La facturation. Dimanche prochain. Visuel, on nga deug man kay wax ki visuel ñu koy téla duggal mais après on parlait de est-ce que duñ dem Discord mais gars amuñu Discord je sais pas donc on verra visuel dañ téla dugg et si possible je pense que en fait si c'est le même lien aussi je pense que les gens ils peuvent je sais pas on essaie de trouver une solution pour ça